Dans ce monde en pleine mutation, l'obligation de changer nos habitudes énergétiques, mieux consommer, moins gaspiller, recycler, etc. est devenue incontournable. Cette préoccupation anime des chercheurs et des industriels dans le monde entier, mais cette mutation ne se fera pas du jour au lendemain. Les technologies du futur ne sont pas matures ou n'existent pas et la révolution industrielle a fait son temps. Au final, celle qui devait changer le monde pour l'éternité aura duré moins de 200 ans. Croire que l'ère numérique est la solution d'avenir est une gageure. Elle n'est en réalité qu'une étape de plus de notre évolution. Peu importe la forme que prend chaque étape, on ne peut pas se passer des énergies. L'histoire qui suit est celle d'une réflexion scientifique et civique sur une bonne transition énergétique. Voici le projet PC2TESS. Jusqu'à présent, pour chauffer nos maisons, nous éclairer, faire rouler nos voitures, on utilisait principalement des énergies fossiles. Aujourd'hui, on essaye de se diriger vers une transition énergétique qui consiste à utiliser des énergies propres, le vent, le soleil, l'eau entre autres. Mais le problème reste le même. D'un côté, il y a les énergies fossiles qui vont disparaître définitivement à court terme, de l'autre, il y a les énergies renouvelables qui, elles, ne sont pas disponibles à volonté. Comment disposer alors de l'énergie quand on en a besoin ? C'est cette préoccupation qui a initié le projet national PC2TESS. Des chiffres montrent que d'une part, la consommation mondiale va connaître une augmentation supérieure à 30% d'ici 2040, à cause de la croissance de la population, et d'autre part, plus de 50% de l'énergie produite aujourd'hui est définitivement perdue dans la nature, dissipée sous forme de chaleur. Dans ce cas, est-ce qu'il ne serait pas bon de récupérer cette énergie gaspillée ? Une idée dont beaucoup d'industriels se sont emparés avec plus ou moins de succès. Malheureusement, ces techniques sont coûteuses, parfois dangereuses, nécessitent de grands espaces de production et de stockage, et ont une efficacité assez faible, voire très faible, même pour les plus performantes. Compte tenu de ces problèmes, il fallait trouver une alternative qui soit peu coûteuse, sûre, compacte et efficace. Comment rassembler ces contraintes dans un procédé qui ne nécessite pas de nouvelles technologies trop complexes ? C'est ce que propose le projet PC2TESS, financé par l'Agence nationale de la recherche et sous la tutelle de l'Université de Bordeaux. Il réunit l'Institut I2M, la plateforme Placamat, les instituts ICMCB et IJL sous la coordination de Fouzia Hachak. Aujourd'hui, on est capable de stocker de l'énergie thermique et donc de la chaleur de 3 manières différentes. La première technique consiste à utiliser la chaleur sensible. La chaleur sensible, c'est la capacité d'un matériau à accumuler de l'énergie lorsqu'on le chauffe et ensuite il va la restituer en se refroidissant. C'est le cas par exemple des briques réfractaires ou du chauffe-eau. Deuxième technique, c'est le stockage par chaleur latente. Dans ce cas-là, on s'intéresse à des matériaux qui sont capables de changer de phase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre un matériau, qu'on va le chauffer et qu'on va le faire se transformer, par exemple en le faisant passer d'un état solide à un état liquide. Pendant cette étape, il est en train d'accumuler de l'énergie. Lorsqu'on voudra la récupérer, il suffira de le refroidir. Troisième technique, le stockage par thermochimie. Là, le principe est complètement différent dans le sens où il faut trouver des matériaux capables de se décomposer en différents éléments. Et pour récupérer leur énergie, il va falloir les recombiner. C'est quoi le problème de cette technologie? Le premier point, c'est que lorsqu'on décompose le matériau en plusieurs éléments, il va bien falloir les stocker quelque part, ces éléments. Le deuxième point, c'est la recombinaison. Et là, on a des problèmes techniques qu'on n'est pas encore capable de gérer. Dans ces trois techniques, on a des avantages, on a des inconvénients. Nous, avec le projet PC2TESS, on a essayé de trouver un matériau capable de cumuler uniquement les avantages, ou en tout cas au maximum. En théorie, il existe des matériaux capables de combiner à la fois ces trois types de chaleur, le sensible, le latent et le thermochimique. Ce sont les péritectiques. Dans la littérature scientifique, un péritectique est un composé issu d'un mélange d'au moins deux corps purs dans une proportion bien définie qui permettrait de stocker durablement une quantité d'énergie thermique importante et de la restituer à n'importe quel moment et de manière réversible. Nous nous sommes donc lancés à la recherche du composé péritectique identifié comme le plus intéressant parmi les nombreux candidats pouvant être utilisés dans la gamme de température 300-600 degrés. Actuellement, en matière de stockage d'énergie thermique haute température, l'industrie s'intéresse aux matériaux à changement de phase à base de nitrate de sodium. Or, notre étude théorique prouve que les péritectiques ont des capacités bien supérieures à celles de ces matériaux à changement de phase à base de sel ou de métaux. Nous avons estimé que grâce à cette réaction chimique, la performance des péritectiques était 30 à 40% supérieure. Le projet PC2TESS a donc développé cette idée atypique et unique et a défini, a priori, Li4BROH3 comme étant le candidat parfait.
Ce péritectique est au minimum 4 fois et demi plus énergétique que les matériaux actuellement utilisés dans l'industrie. Afin d'identification, la police ou la généalogie a parfois besoin d'un livret de famille. En science, ce livret de famille s'appelle le diagramme de phase. Le diagramme de phase binaire est un outil puissant qui permet de définir les matériaux issus d'un mélange de deux composés A et B qui peuvent exister. Il est calculé à partir de données expérimentales et de modèles thermodynamiques pour des conditions à l'équilibre et à pression atmosphérique. Il se présente de cette manière. Les températures en degrés Celsius apparaissent sur l'axe vertical désordonné, tandis que l'axe horizontal des abscisses représente le pourcentage du composé A intervenant dans le mélange. À mesure que l'on diminue le pourcentage du matériau A et que celui du B augmente en conséquence, la transition liquide-solide de chaque composition se produit pour des températures différentes, faisant apparaître la courbe du liquidus. Au-dessus du liquidus, chaque mélange est donc à l'état liquide. Il existe d'autres transitions que celle du liquidus. La première ligne horizontale représente ainsi le premier solidus, c'est-à-dire une frontière en dessous de laquelle le mélange existe sous forme solide, avec des propriétés bien à lui. La seconde obtenue pour une température plus basse signifie que le mélange peut se transformer en un autre solide avec une structure et des propriétés différentes du premier. Entre la courbe du liquidus et celle des solidus, les mélanges obtenus sont à la fois solides et liquides. Les lignes verticales signifient que des matériaux solides aux compositions bien déterminées existent. Dans cet exemple, il s'agit de Li2BrOH et de Li4BrOH3. Observons maintenant le diagramme de phase binaire du système LiOH-LiBr. Le LiBr pur a une température de fusion de 550 degrés. Des calculs supplémentaires montrent que sa densité énergétique est de 195 kWh par mètre cube. Le point de fusion le plus bas, 267 degrés, correspond à un eutectique d'une densité énergétique de 287 kWh par mètre cube. Le plus mauvais rendement de 1,51 kWh par mètre cube pour une température de transition solide-solide de 244 degrés et pour le péritectoïde Li2BrOH. Le LiOH pur, quant à lui, développe une densité énergétique de 356 kWh par mètre cube pour une température de fusion de 477 degrés. Mais la meilleure capacité de stockage d'énergie thermique par mètre cube est à mettre au compte du péritectique Li4BrOH3, 434 kWh par mètre cube pour une transition à 304 degrés. Température en adéquation parfaite pour le développement des unités de stockage. C'est vers ce mélange que tous nos efforts se sont portés. Comme on peut le voir, un mélange avec les compositions adéquates de LiOH et de LiBr pour former Li4BrOH3 est d'abord fondu. En refroidissant, la température atteint celle du liquidus et le mélange commence à se dissocier. Des particules solides de LiOH germent un peu partout dans le mélange liquide. À mesure que la température baisse, les premières particules de LiOH solide grossissent, tandis que d'autres continuent d'apparaître dans la phase liquide restante. Quand la température atteint 304 degrés, une réaction chimique entre cette phase liquide et les particules de LiOH se produit pour former la phase solide de Li4BrOH3. La réaction chimique s'arrête quand les particules de LiOH et la phase liquide sont complètement consommées. Un processus de transformation prend alors le relais si les conditions d'équilibre sont parfaitement maintenues et on parvient à 100% de péritectique quand on atteint la température ambiante. Mais comme Li4BrOH3 n'existe pas, il faut le fabriquer. Pour fabriquer notre matériau, je me suis basée sur le diagramme de phase théorique pour déterminer quelle était la bonne composition de LiOH, de LiBr, mais également la gamme de température dans laquelle il faudrait travailler. Et ces informations ne sont pas suffisantes. Pourquoi? Parce que ce diagramme de phase ne nous permet pas de prendre en compte le degré de pureté des différents produits chimiques. Il ne permet pas non plus de considérer la sensibilité du matériau. Et par exemple, il a fallu qu'on travaille en atmosphère contrôlée, c'est-à-dire dans une boîte à gants dans laquelle l'air a été remplacé par un gaz neutre. Pour I2M, nous avons utilisé l'argon. À ICMCB, ils ont utilisé de l'hélium et à Placamat de l'azote. En fait, l'essentiel, c'est d'utiliser un gaz qui ne réagit ni avec LiOH ni avec LiBr. On ne peut pas travailler avec un environnement classique constitué d'air, tout simplement parce que nos matériaux sont très hygroscopiques et par conséquent ils absorbent cette eau et ils rendent beaucoup plus compliquée la synthèse du matériau. L'un des problèmes majeurs qu'on rencontre en sciences des matériaux, c'est-à-dire que lorsqu'on veut synthétiser quelque chose de nouveau, eh bien en fait on n'a pas la recette.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas, le diagramme de phase, il vous dit, bah voilà, vous allez travailler entre telle et telle gamme de température, mais il ne nous dit pas quel type de creuset par exemple, il ne nous dit pas combien de temps, à quelle vitesse il va falloir chauffer ou refroidir, est-ce qu'il va falloir faire un palier, etc. Tout ce type d'informations-là, eh ben, on est obligé de faire des expériences jusqu'à tomber sur le bon protocole, ce qui peut prendre un temps considérable. Et d'ailleurs, pour notre matériau, on a mis des années avant de trouver le bon protocole de synthèse de Heli4 BrOH3. D'autres difficultés se sont présentées dans la mesure, par exemple, où on ne savait pas quel type de creuset utiliser. Il fallait choisir un creuset adapté aux hautes températures, mais également qui évite de réagir avec le matériau qu'on essayait de fabriquer. Par exemple, des éléments s'infiltrent dans la composition qu'on aurait préparée, ce qu'il faut éviter à tout prix, parce que ça change encore les conditions d'obtention du matériau visé. Éviter les problèmes de corrosion également. Il faut prendre en compte le fait que l'étanchéité doit être parfaite pour éviter justement que l'air rentre dans le matériau, ou encore qu'on ait des problèmes de débordement, de fuite. Et donc il a fallu passer par une société d'usinage qui nous a fait des creusets parfaitement adaptés à nos matériaux. Ce qui va garantir qu'on a trouvé le bon matériau, c'est de passer par une vérification en faisant des tests de diffraction par rayon X. La diffraction des rayons X, c'est une technique d'analyse, de caractérisation qui va permettre de vérifier dans un premier temps la synthèse chimique. Alors comment ça marche? En fait, on a un appareil qui va produire des rayonnements X qu'on va envoyer sur notre matériau, et à partir du moment où le matériau est cristallisé, c'est-à-dire que les atomes sont organisés, on va avoir un résultat sous forme d'une courbe qui va être la signature de ce matériau sous le faisceau de rayons X. On va obtenir un résultat sous forme de courbe lorsqu'il y a le phénomène de diffraction, avec une ligne de base qu'on va appeler un bruit de fond, et là-dessus va venir se détacher des pics de diffraction qui vont être intimement liés à l'arrangement de ces atomes. Donc c'est un phénomène qui est très important lorsqu'on fait de la chimie et de la synthèse chimique. Pourquoi? Parce que chaque matériau en fait va avoir une signature assez unique sous le faisceau de rayons X. Du fait que chaque composé va donner une signature assez unique sous le faisceau de rayons X, on va pouvoir, à l'aide d'une base de données, vérifier qu'on a bien synthétisé, c'est-à-dire fabriqué le bon matériau. Et après, quand on a affaire à des matériaux nouveaux, comme c'est le cas dans beaucoup de laboratoires de recherche, on va aussi se servir du résultat qui est sous forme de courbe pour remonter à l'organisation des atomes et ensuite avoir une idée des propriétés de ce qu'on va pouvoir faire de ce nouveau matériau. Si on prend l'exemple du sel de cuisine, qui est une maille très simple, en fait on va obtenir par diffraction une courbe qui elle aussi va être très simple. Dans le cadre de notre travail, nous sommes partis sur un matériau qui lui est beaucoup plus sophistiqué, qui s'appelle Heli4OH3Br, et du coup on a un diffractogramme qui lui aussi est plus complexe. Ce composé a la particularité d'être hygroscopique, c'est-à-dire qu'il va absorber l'humidité de l'air, et pour éviter ce processus qui dégrade le matériau, en fait il a fallu préparer les échantillons en boîte à gants, remplir une petite enceinte qui s'appelle un capillaire, de façon à pouvoir utiliser nos appareils de diffraction et bien vérifier qu'on avait bien le bon composé. Nous nous sommes rendus compte que la synthèse de ce matériau était assez complexe et qu'il fallait affiner beaucoup de paramètres avant de l'obtenir. Nous avons fait beaucoup d'essais. Il a fallu ajuster la température, les conditions d'atmosphère. On s'est rendu compte que sous vide, on n'obtenait absolument pas le composé. Par contre, sous atmosphère d'hélium, on arrivait assez rapidement à un résultat qui était concluant. Dans le projet PC2TESS, la diffraction des rayons X nous a permis de vérifier qu'on avait le composé péritectique de façon pure, à 99% environ, et on a observé des nouvelles phases qu'on va pouvoir sûrement exploiter dans le cadre d'autres projets scientifiques. Évidemment, on est content de savoir qu'on a réussi à synthétiser ce matériau, que c'est validé
par les méthodes DRX. Mais en fait, ce n'est pas du tout l'objectif ultime du projet. Donc maintenant, il va s'agir de pouvoir observer ce matériau, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, et puis surtout d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui entrent en jeu dans cette synthèse. Et la seule manière de faire, c'est de passer par la microscopie électronique. À cette étape du projet PC2TESS, Placamat entre en compte pour caractériser visuellement l'échantillon. Pour faire cette caractérisation, nous avons besoin d'un microscope et nous avons plusieurs choix, microscope optique ou microscope électronique à balayage. Le microscope optique ne nous permet pas d'avoir des résolutions suffisantes pour caractériser l'échantillon tel qu'on le souhaiterait, donc nous avons été obligés d'utiliser un microscope électronique à balayage. Un microscope à balayage électronique fonctionne avec des électrons. Les électrons sont envoyés sur l'échantillon grâce à un canon à électrons. Ceci se passe sous vide ou sous une basse pression. Ceci va permettre d'avoir des résolutions extrêmement bonnes, pouvant aller jusqu'à des grossissements atteignant les 100 000, 200 000 fois. Le produit a été synthétisé. On l'a observé donc en DRX et nous nous sommes demandé quelle était réellement la morphologie de ce que l'on pouvait avoir. Donc lors de la première observation du péritechnique, nous avions très peu de matériaux et nous avons donc récupéré au fond d'un creuset un petit peu du péritechnique qui avait été synthétisé et nous avons essayé de l'observer en microscope. Nous nous sommes rendus compte en fait que le fait de sortir ce péritechnique de ce creuset l'avait en fait beaucoup endommagé et nous n'avons pas réussi à observer une morphologie suffisamment proche de ce que la théorie nous donnait, la théorie nous donnant un péritechnique en forme lamellaire en fait. Nous avions un problème supplémentaire qui était que le péritechnique est fortement impacté par l'air ambiant. Pour éviter ces problèmes, nous nous sommes dit qu'il serait peut-être intéressant de directement synthétiser notre péritechnique à l'intérieur du microscope et pour cela nous avons acheté une platine chauffante. À notre grande surprise et après quand même beaucoup d'essais, notamment d'essais de différentes pressions et différents types de chauffage et de refroidissement, nous sommes arrivés à synthétiser le péritechnique à l'intérieur du microscope. En réussissant à synthétiser ce péritechnique à l'intérieur de la machine, nous avons constaté que contrairement à ce que l'on pensait, il est possible de synthétiser ce composé à des pressions qui sont beaucoup plus basses que la pression atmosphérique, notamment à 10 pascal. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de le faire à une pression atmosphérique de 10 PA, alors on n'a pas la capacité de visualiser la synthèse. Une fois qu'on le synthétise à l'intérieur d'un microscope et qu'on est sûr qu'on a la synthèse de notre péritechnique, alors on peut commencer à comprendre les phénomènes qui sont impliqués dans cette synthèse. Maintenant, nous sommes en train d'essayer de comprendre les mécanismes de synthèse. Nous avons donc essayé de comprendre comment le LiOH pouvait se transformer en chauffant et comment le LiBr pouvait se transformer aussi, pour essayer au final de comprendre le mélange et comment ce mélange peut arriver à créer un péritechnique. En fait, un des points importants de cette étude de visualisation, de caractérisation par la microscopie électronique est aussi d'améliorer cette synthèse qui d'habitude se fait à l'intérieur de creusets complètement opaques. C'est un petit peu comme si on était dans une boîte noire où on voit le résultat mais on ne voit pas ce qui s'est passé entre les deux. La microscopie électronique permet de visualiser toute la chaîne de création de ce péritechnique. L'avantage de pouvoir comprendre ces phénomènes de synthèse, tout d'abord, ça nous permet de pouvoir synthétiser d'autres matériaux. Deux, si on est capable de visualiser cette synthèse, on est aussi capable de l'améliorer. L'améliorer, ça veut dire par exemple de le rendre beaucoup plus rapide, de le rendre plus efficace, de le rendre plus économique si on a besoin dans le futur d'avoir des quantités de péritechnique à créer beaucoup plus importantes. Pour améliorer en fait la synthèse du péritechnique, c'est là où en fait nous sommes intervenus à l'ICMCB, où on a été en mesure de passer de l'échelle de la préparation de l'échantillon en petite quantité vers une synthèse optimisée dans des conditions bien particulières de température et d'atmosphère qui permettent d'obtenir ce composé LiO4OH3Br en grande quantité.
De plus, la synthèse en plus grande quantité nous a permis également de mieux comprendre le diagramme binaire LIOH-LIBR et d'aller plus loin dans la caractérisation de ce diagramme binaire. On est en mesure de préparer 1 gramme de péritectique, alors qu'à l'échelle de l'I2M, ils étaient sur des petites quantités de l'ordre de centaines de milligrammes, quoi. Donc on a multiplié au moins par 100 la quantité de produits préparés, quoi. On utilise notre corps de métier, en fait, qui est vraiment la synthèse de matériaux inorganiques, et on est capable aisément, on maîtrise aisément en fait, la température et l'atmosphère, et on a choisi de travailler dans des conditions bien plus optimisées que ce qui avait été fait précédemment. Ce qui permet d'obtenir au final le composé désiré en grande quantité et dans des conditions de synthèse optimisées. Le but, c'est d'utiliser ce matériau à une échelle industrielle. Et donc l'objectif, c'est de produire une quantité suffisamment importante pour qu'elle soit représentative et qu'elle permette de faire passer nos travaux de l'échelle laboratoire à l'échelle pré-industrielle. Nous, on participe à déterminer quels sont les paramètres clés, qu'ils soient techniques ou scientifiques, pour justement aider les industriels à valoriser ce matériau et à l'utiliser de la façon la plus optimale possible. Pour montrer la faisabilité de cette étape-là, eh bien, nous faisons appel à l'outil numérique. C'est le seul moyen en fait, d'utiliser tous nos résultats, qu'ils soient expérimentaux ou issus du traitement de données, que l'on puisse intégrer dans des modèles de prédiction et déterminer si oui ou non la faisabilité de ce concept-là est réelle ou pas. Alors mon métier, c'est d'utiliser les outils numériques de modélisation, de traitement du signal, pour essayer d'aller, de comprendre un petit peu les phénomènes physiques qui sont mis en jeu, et deux, aussi d'aller chercher les propriétés dont on a besoin. Donc ces propriétés, ça peut être soit des énergies, ça peut être des caractéristiques physiques qui comptent vraiment pour ce qui nous intéresse dans le cadre du projet, ou des distances caractéristiques et des temps caractéristiques. Donc ça, c'est des questions auxquelles on doit répondre, hein, parce que quand on va vouloir utiliser nos matériaux dans un cadre industriel, ce qu'on ne peut pas faire à l'échelle du laboratoire, et bien ces grandeurs-là vont nous permettre en gros, de dimensionner les appareils qu'on va mettre en action pour délivrer les bonnes quantités d'énergie et puis surtout assez rapidement. Ça, c'est essentiel. Et l'outil numérique est un moyen de faire une prédiction sur ses performances. Quand on fait de la calorimétrie, donc on suit l'évolution énergétique d'un matériau pendant plusieurs dizaines d'heures. Donc on fait des mesures à intervalles réguliers, mais c'est toutes les secondes ou moins, hein, si nécessaire. Et après, il faut compiler toutes ces données, et à partir de ces données-là, on va pouvoir en déduire des énergies qu'on va pouvoir récupérer ou relarguer dans un système de production. Le faire à la main, c'est pénible, hein. Donc le mieux, c'est d'avoir un bon algorithme qui va nous dire, si j'ai 2 signaux, hein, si on prend par exemple, là ici, on a, c'est des résultats issus de calorimétrie différentielle. Alors pourquoi différentielle? C'est parce qu'on a 2 capteurs, hein, là on a une courbe verte, ça c'est notre capteur de référence, on va dire. Et puis là, ici, on a le capteur qui est situé au niveau de notre échantillon. Tout ce qui dépasse, c'est lié aux variations d'énergie de notre échantillon. Alors ces variations d'énergie, c'est lié au changement de phase, aux réactions chimiques, etc. etc. Et c'est exactement ça qui nous intéresse, hein, c'est là-dedans, en appliquant un algorithme adéquat, qui nous permettent, après, avec un autre petit traitement supplémentaire, d'obtenir ces courbes-là, qui nous renseignent directement sur les énergies impliquées lorsqu'on va utiliser nos matériaux. Donc ça nous permet de détecter à quelle température, clac, on va changer de phase, et puis ici, sur quel intervalle de température ce changement d'état va se produire. Ça, c'est une donnée absolument essentielle dans le cadre du projet. Les résultats qu'on a obtenus, qu'ils soient expérimentaux ou numériques, ont confirmé notre choix. Le deuxième point, c'est que ces résultats sont suffisamment bons, ils sont même très bons, puisqu'ils nous permettent d'envisager l'utilisation de ce matériau pour une application industrielle. Si on veut pousser et donner les meilleures chances à ce matériau d'être utilisé au niveau industriel,
c'est de le caractériser et de voir comment il se comporte à long terme. C'est-à-dire comment est-ce qu'il va charger, décharger son énergie après plusieurs cycles et au fur et à mesure des années.